Monsieur le ministre, merci de nous accorder cet entretien pour TF1 et LCI. Cela fait 3 mois maintenant que la Russie a déclenché son opération militaire en Ukraine et depuis, la Russie se retrouve face à l'Occident, unie contre elle sur le terrain, sur le champ de bataille, mais aussi sur la scène internationale, accusée de crimes de guerre. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette opération militaire, de cette guerre? Est-ce un succès ou plutôt un échec? Vous savez, contrairement à nos collègues occidentaux, nous ne courons pas après les effets de manche et nous ne cherchons pas une approbation ou un succès pour les actions que nous entreprenons sur la scène internationale. Nous faisons ce que nous sommes contraints de faire. Nous protégeons les populations, nous protégeons la langue russe qui a été directement discriminée et agressée par les régimes successifs en Ukraine, tant sous Porochenko que sous Zelensky. Nous protégeons l'Ukraine de la nazification qui s'y poursuit depuis de nombreuses années avec la connivence directe de l'Occident. L'Occident ne se souciait pas de ce qui arrivait à la langue russe, à l'éducation russe, aux médias russes, qui étaient interdits par la loi. Pendant des années, nous avons frappé à différentes portes en Europe et aux États-Unis. L'Occident y est resté complètement sourd. Pendant des années, nous avons essayé de persuader l'Occident que l'Ukraine ne devait pas être entraînée dans l'OTAN. L'OTAN s'était déjà rapprochée à 5 reprises de la frontière russe, contrairement à toutes les promesses qui avaient été faites lorsque l'Union soviétique a disparu. L'hypocrisie de l'Occident s'est parfaitement illustrée par les réactions aux décisions prises par les États-Unis et l'OTAN dans des situations telles que la Yougoslavie en 1999, l'Irak en 2003, la Libye en 2011. Toutes ces aventures militaires ont été lancées par les États-Unis sous prétexte que ces foyers de tension représentaient une menace pour eux. Et cette menace, comme vous le comprenez, était à 10 000 kilomètres des côtes américaines. Et pourtant, tout le monde a suivi Washington pour détruire d'abord la Yougoslavie, puis l'Irak, puis la Libye. Plus d'1 million de civils sont morts dans ces conflits et personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé cela normal parce que le souverain du monde, les États-Unis, commande à tous les autres pays occidentaux. En Europe, à l'exception de la guerre en Irak où la France et l'Allemagne se sont opposés aux actions injustifiées et totalement inacceptables de Washington, dans tous les autres cas, tous les pays européens ont rapidement convenu que les États-Unis avaient le droit de déclarer une menace pour leur sécurité n'importe où dans le monde et de faire ce qu'ils voulaient. La Russie n'a pas déclaré une menace pour sa sécurité du jour au lendemain. Elle a, pendant de nombreuses années, exhorté l'Occident à ne pas faire de l'Ukraine un pays anti-russe. En d'autres termes, la menace qui pèse directement sur nos frontières et contre laquelle nous mettons en garde depuis des années a été complètement ignorée. C'est pourquoi notre opération militaire était inévitable. Nous avons essayé d'alerter l'Occident depuis très longtemps. Et le président Macron a également parlé à de nombreuses reprises de la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. Mais les États-Unis ne le permettent pas et ne permettront pas de faire quoi que ce soit. Les États-Unis ont complètement assujetti l'Europe. Et bien sûr, nous voyons le désir de la France de promouvoir son idée d'autonomie stratégique, de sécurité européenne. Et le président Macron en parle régulièrement. Mais aucun autre pays européen ne semble très enthousiaste. Tous disent, même les Allemands, disent que la sécurité de l'Europe est impossible sans l'OTAN. Parlons maintenant de la guerre dans le Donbass où les combats s'intensifient. J'ai passé près de 3 mois dans le Donbass.
entre Donetsk et Lugansk. Je suis allée à Mariupol plusieurs fois, une ville dévastée où j'ai vu beaucoup de souffrance, et tous les miliciens, tous les militaires que j'ai rencontrés m'ont dit que cette guerre allait durer et qu'elle serait sanglante. Cette bataille sur le front du Donbass, Monsieur Lavrov, est-elle la dernière? Est-ce que l'opération militaire russe va s'arrêter après? Certes, des gens meurent. Mais si l'opération prend autant de temps, comme nous l'observons maintenant, c'est d'abord parce que l'armée russe a reçu l'ordre d'éviter à tout prix toute attaque, toute frappe contre des infrastructures civiles. Seules les infrastructures, les équipements et les effectifs militaires doivent être ciblés. Nous agissons de manière complètement différente par rapport à l'armée ukrainienne et aux bataillons néo-nazis ukrainiens qui utilisent simplement les civils comme boucliers humains. Si vous avez été sur place, vous avez probablement vu ou entendu comment ces bataillons ukrainiens placent des armes lourdes dans les zones résidentielles, près des écoles, des hôpitaux et près des jardins d'enfants. Vous savez aussi probablement comment ils bombardent régulièrement Donetsk, les zones résidentielles de cette grande ville, comment les civils en souffrent. Notre objectif évident, c'est bien sûr de repousser l'armée ukrainienne et les bataillons ukrainiens en dehors des régions de Donetsk et de Lugansk. Pour le reste des territoires en Ukraine, où il y a des gens qui ne veulent pas rompre les liens avec la Russie, ce sera à la population de ces régions de décider. Je ne pense pas que ces habitants seront heureux de revenir sous le pouvoir d'un régime néo-nazi qui est totalement russophobe. C'est au peuple lui-même de décider. Y aura-t-il des négociations, enfin, de réelles négociations de paix? Et que demandez-vous concrètement à l'Ukraine aujourd'hui? Nous ne voulons pas dire que la voie pour renouer un certain dialogue est coupée. Mais nous jugerons désormais les intentions européennes uniquement sur la base d'actions concrètes. Vous savez, nous ne demandons que ce que le président Poutine a déjà annoncé depuis le début de l'opération spéciale, à savoir que le régime de Kiev cesse de tuer des civils dans le Donbass, comme il le fait depuis 8 longues années, depuis le coup d'État en Ukraine en 2014. C'est pourquoi nos objectifs sont donc de protéger les civils du Donbass, de démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'armes sur son territoire qui représentent une menace pour la Fédération de Russie. Nous voulons aussi rétablir les droits de la langue russe, conformément à la constitution de l'Ukraine, que le régime de Kiev a violée en adoptant des lois anti-russes. Mais il faut aussi dénazifier l'Ukraine, parce que les idées et les actes néo-nazis font partie maintenant de la vie en Ukraine. Est-ce qu'il y aura d'autres batailles après cette bataille sur le front du Donbass? C'est la question que se posent beaucoup d'Européens. Notre priorité absolue, c'est la libération des régions de Donetsk et de Lugansk, qui sont désormais reconnues par la Fédération de Russie comme des États indépendants. Pour être clair, les républiques de Donetsk et de Lugansk vont être annexées par la Russie? Vous savez, il ne s'agit pas d'annexion. Il s'agit d'une opération militaire demandée par les États souverains que sont les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, en vertu de la Charte des Nations Unies, dont l'article 51 prévoit le droit de légitime défense individuelle et collective. Nous défendons les populations et nous les aidons à rétablir leur intégrité territoriale. Évoquons les relations de la Russie et de la France. Entre les sanctions économiques qui se renforcent chaque jour, avec les canons français qui arrivent côté ukrainien, les expulsions de diplomates de part et d'autre, est-ce que la France et la Russie sont encore des partenaires?
Vous avez parlé d'expulsion croisée de diplomates, mais nous n'avons chassé personne. Ces sanctions sont hystériques. Je dirais même qu'elles indiquent une impuissance. La rapidité avec laquelle elles ont été imposées et leur ampleur montrent certainement qu'elles n'ont pas été rédigées du jour au lendemain. Elles ont été préparées il y a longtemps et il est peu probable qu'elles soient levées dans le futur. Les États-Unis ne le disent pas publiquement, mais dans leur contact avec leurs alliés, ils disent que lorsque tout cela sera terminé, les sanctions resteront en vigueur. Donc en fait, l'Ukraine n'est qu'un outil, une pièce de rechange. Il s'agit d'étouffer le développement de la Russie, car la Russie empêche le développement d'un monde unipolaire que Washington a proclamé avec l'assentiment de l'Europe. Et je ne sais pas ce que l'Europe a à gagner dans cette situation sur le plan géopolitique. Tous les experts politiques le disent. Le principal perdant de cette histoire, c'est l'Europe. Le président Macron, depuis le début, n'a jamais coupé le canal de communication avec le président Poutine. Est-ce que vous souhaitez qu'il continue ainsi? Et pourquoi faire? Vous savez, nous ne nous imposons à personne. Si quelqu'un veut nous parler, le président Poutine ne refuse jamais la demande d'un homologue qui demande un appel ou une rencontre en face à face. Tout le monde le sait, moi et les autres membres du gouvernement russe, nous faisons de même. Donc qu'attendez-vous précisément de la France et du président Macron pour terminer? Si le président Macron approche le président Poutine avec une proposition de communication, je vous garantis qu'il sera reçu. Nous ne nous imposons à personne. Nous entendons la Russie être accusée publiquement d'agression par tous les dirigeants de l'Union européenne, sans exception, dans un langage assez belliqueux. Nous l'entendons. Donc, si derrière ce langage, il y a une volonté d'agir sur les problèmes et sur les causes de la crise actuelle de la sécurité européenne, alors nous serons toujours prêts à discuter. Si le président Macron, qui a une relation de confiance très ancienne avec le président Poutine, propose une discussion, je le réitère, cette proposition sera acceptée. Je dois dire, à mon immense regret, malgré les visites du président Macron et les bonnes relations de confiance qui existent entre lui et le président Poutine, la France joue un rôle actif en Ukraine et alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme. Nous sommes tristes de le constater. La France arme activement l'Ukraine, y compris avec des armes offensives, et elle réclame une guerre jusqu'au bout pour vaincre la Russie. Nous avons dépassé notre temps. Est-ce que vous me permettez encore une question? Allez-y, je vous en prie. Vous êtes certainement l'un des ministres les plus proches du président Poutine. On imagine que vous discutez avec lui chaque jour. En Europe, certains disent qu'il est malade, d'autres inquiets, d'autres énervés parce que son plan initial de guerre n'a pas fonctionné. Comment va-t-il? Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que les personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. Merci, Monsieur Lavrov, de nous avoir accordé cet entretien pour TF1 et LCI.